Chers étudiants, bonjour. Donc nous avons étudié dans le chapitre précédent le savoir entreprendre, c'est-à-dire la manière ou la façon ou la démarche de créer une entreprise ou l'entrepreneuriat. Et nous avons suivi les différentes étapes de l'entrepreneuriat ou d'avoir l'esprit d'entreprendre. Et nous étions arrivés à la fin, à l'étape où le, le créateur, l'entrepreneur, a créé une entreprise, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la phase de lancement de projet. Et rappelons-le, c'est la phase la plus cruciale de la vie du créateur d'entreprise, car elle est la plus déterminante dans le processus de concrétisation du projet. Maintenant, le, le créateur devient dirigeant. Il a changé de casquette, il n'est plus créateur, mais il va affronter les difficultés du terrain au jour le jour. Et à cet effet, il doit élaborer la gestion stratégique. Il doit établir maintenant un plan pluriannuel sur plusieurs années. Ce plan pluriannuel comprend les facteurs de succès, c'est-à-dire l'intensité capitalistique, la croissance du marché à long terme, la qualité des produits, le degré d'intégration de l'entreprise, la pression sur les coûts. Il va affronter la productivité, il va affronter l'innovation pour ne pas rester à l'écart des autres entreprises du marché. Il va étudier sa position et évaluer et modifier sa position sur le marché, collecter des informations pour modifier l'équilibre concurrentiel en faveur de l'entreprise, c'est-à-dire essayer de vaincre la concurrence, introduire par l'introduction de nouveaux produits ou services, par le raffermissement des relations avec les clients et les fournisseurs. Il doit également concilier les exigences économiques et les exigences sociales, c'est-à-dire l'amélioration de la productivité exige, pour améliorer la productivité, qui est une exigence économique, il faut la concilier avec des exigences sociales, c'est-à-dire il faut former le personnel pour produire, il faut motiver ce personnel, il faut entreprendre ou créer une participation à la prise de décision, favoriser, promouvoir la participation à la prise de décision. Donc, finalement, il faut concilier, mettre en équivalence les exigences économiques qui est la productivité avec les exigences sociales. Il faut aussi piloter l'organisation, c'est-à-dire transformer les décisions en actions pratiques pour optimiser. Donc, finalement, le fonctionnement efficace de l'entreprise nécessite une forte coordination entre le décideur et le gestionnaire. Et c'est l'objet de ce cours. Pour pouvoir piloter, conduire son entreprise, il faut augmenter les facteurs de succès, réduire les facteurs d'incertitude et par conséquent, par ce fait, il faut prendre des décisions.
Nous avons vu dans le mode d'analyse de l'entreprise que c'est un centre de prise de décision. Donc, on aura, comme on l'a vu dans l'autre chapitre, le dirigeant qui va faire assurer en même temps les deux fonctions. Fonction de décideur et fonction de manager. En effet, le décideur, il s'occupe de la décision stratégique, n'est-ce pas, sur le tableau des facteurs pluriannuels. Alors que le gestionnaire, il s'occupe, ou la fonction du gestionnaire, elle s'attaque, elle concerne la gestion opérationnelle au jour le jour, à court terme. Le décideur, ou la fonction du décideur, elle s'attache à créer le potentiel. C'est comment modifier l'équilibre concurrentiel de l'entreprise pour vaincre ses concurrents. Comment améliorer la productivité. Comment créer les facteurs clés du succès. Alors que la fonction du gestionnaire, c'est comment exploiter de façon optimale le potentiel créé par le décideur. Le décideur assure et s'occupe de l'efficacité à long et moyen terme, alors que la fonction du gestionnaire, elle s'occupe et s'attache à assurer l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre l'objectif, n'est-ce pas? Et l'efficience, c'est atteindre l'objectif avec le minimum de coûts. La fonction du décideur, il s'occupe de l'innovation, la modification des règles du jeu, la productivité, la position sur le marché, comment se positionner sur un marché, modifier l'équilibre concurrentiel, alors que la fonction du gestionnaire, c'est comment optimiser dans le respect des règles du jeu et de gérer le quotidien. Vous voyez comme ça, ce sont deux fonctions différentes. Quoi, comme j'ai dit la dernière fois, ils peuvent être pratiqués, menés par la même personne. Mais il a deux fonctions. Il peut être la gestion stratégique et en même temps assurer la gestion opérationnelle. Donc ce sont deux fonctions différentes mais complémentaires. Justement, pour ce faire, il faut, comme j'ai dit, voilà les différents types de fonctions du décideur. Et voici les fonctions de gestion. N'est-ce pas? Donc, pour pouvoir mener à bien ces différentes fonctions, le manager doit prendre une décision. Nous avons déjà défini la décision dans le mode d'analyse de l'entreprise. En tant que centre de décision, nous avons vu que le management se pratique par des décisions. Rappelez-vous, l'entreprise ne fonctionne que par des décisions, aussi bien des décisions stratégiques que des décisions tactiques, que des décisions opérationnelles. Et décider, je rappelle la définition, c'est opérer un choix ou des choix dans un contexte donné entre plusieurs options pour apporter une solution à un problème posé. Je l'ai expliqué dans le chapitre consacré
à l'entreprise et à ses modes d'analyse, notamment le mode d'analyse de l'entreprise en tant que centre de décision. Donc on peut définir plusieurs types de décisions, hein, soit par objet, comme les décisions stratégiques, les décisions tactiques, les décisions opérationnelles, soit par nature, comme les décisions programmables, c'est-à-dire les décisions dans lesquelles le problème à résoudre est bien déterminé. Programmable ou programmé. Le problème à résoudre est bien limité, connu. Toutes les informations, si nécessaires, sont disponibles. Donc le manager dispose de toutes les informations. Il n'a aucune information qui lui échappe. Il maîtrise toute l'information sur ce problème. Et également, on peut identifier facilement les relations de cause à effet. Tel problème, voilà sa cause. Ce problème, il est causé par telle chose. Donc, on connaît, on maîtrise le problème. L'augmentation du coût de production est due, par exemple, à l'augmentation des frais de salaire, de rémunération, ou il est dû au problème des machines qui ne sont pas au retard technologique de l'entreprise. Donc les problèmes sont connus, sont maîtrisés. Il y a des décisions semi-programmées ou semi-programmables qui dépendent des facteurs environnementaux difficilement maîtrisables. Exemple, lancer un nouveau produit. Donc ces décisions que rencontrent souvent les cadres. Les informations sont plus ou moins fiables. Donc il n'a pas toutes les informations, il ne maîtrise pas toutes les informations. Ils sont difficiles à obtenir. Et il faut choisir entre plusieurs solutions, sans savoir si ce choix est optimal ou non. Donc, il y a une part d'incertitude dans les décisions semi-programmées. Par exemple, un achat auprès d'un fournisseur, le choix d'un fournisseur, par exemple, l'information sur les prix, sur les délais, sur la qualité. Et il y a des informations ou les décisions non programmables, c'est-à-dire des décisions qui présentent un grand risque d'incertitude. Les informations nécessaires à un choix sont trop nombreuses. Pour faire un choix rationnel, on a trop d'informations. Ces informations sont encore biaisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exactes. Et ils peuvent être aussi incompréhensibles ou impossibles à obtenir. Donc on est dans un cadre où les décisions sont non programmables. Et généralement, les décisions sont complexes dans ce genre de décisions non programmables. Il y a plusieurs variables qui entrent en jeu. Et le processus de décision est un processus mental. Il est dominé par l'intuition. Donc, beaucoup d'incertitudes, de hasard. Par exemple, choisir un nouveau produit ou lancer un nouveau produit fait partie des décisions non programmables. Donc,
pour prendre une décision, le manager opte pour un processus, par un ensemble d'étapes, pour que son choix soit optimal, logique. La première phase du processus, c'est d'abord la formulation précise du problème. Pour ce faire, il doit analyser le problème. C'est une étape cruciale. C'est une étape très importante au début, car s'il formule mal, s'il précise mal son problème, il va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de coûts élevés, et finalement, il ne va pas atteindre le résultat escompté, voulu. Donc, la première phase est très importante. Donc, sur quoi va porter cette décision? C'est la formulation. Est-ce que, par exemple, l'apparition d'un nouveau concurrent? Alors, voilà, on formule le problème. Il y a un problème d'un nouveau concurrent qui arrive sur le marché. Par exemple, une nouvelle technologie. Est-ce qu'on continue sur la technologie ancienne ou bien on adopte cette nouvelle technologie? Donc voilà un problème bien déterminé. Prix de revient élevé, c'est clair. Nous avons constaté, d'après la comptabilité analytique, que le prix de revient a augmenté par exemple de 10% ou de 4%. Ah, c'est clair. La manque de productivité, la productivité a baissé. Ou un malaise social. Rappelez-vous, le tableau de bord social que nous avons vu dans le mode d'analyse de l'entreprise en tant que cellule sociale. Nous avons que le manager, il a un tableau de bord social avec des indicateurs sociaux. Il peut constater à travers ce tableau de bord qu'il y a un malaise. Les cadres démissionnent. Ils sont plats, beaucoup de conflits. Donc, voilà un problème bien défini. L'étape suivante, il va collecter l'information sur le problème. Donc, attention, dans cette étape, elle est la plus onéreuse, c'est-à-dire la plus coûteuse, parce qu'elle engage des coûts. Pour collecter l'information, il faut demander, il faut payer des bureaux d'études pour avoir ces informations. Donc, elle mobilise d'importantes ressources, aussi bien humaines que matérielles. Une fois les informations collectées, on définit les options possibles, c'est-à-dire les possibilités. Donc, on peut faire soit cette option, soit une option, soit une troisième, soit une quatrième, soit une cinquième. Donc, dans cette étape, il faut avoir non pas une seule possibilité, mais plusieurs options aux possibilités. Et puis, on passe à la quatrième étape qui est l'évaluation et la comparaison des possibilités. On va voir la première, par exemple. On va la comparer avec les objectifs, notre objectif. Est-ce qu'il va résoudre notre problème et à quel coût? On passe à la deuxième, à la troisième possibilité et on voit la plus optimale, c'est-à-dire celle qui permet d'atteindre le résultat avec le minimum de coûts, efficiente. Il est efficace et efficient. À ce moment-là, on prend la solution. Le décideur va dire, voilà la solution optimale. Donc, chaque comparaison doit se faire sur la base
des coûts et des gains. Combien il va coûter et combien on va gagner. Si les gains sont supérieurs aux coûts, c'est bon. Si les coûts sont supérieurs aux gains, non, on passe à l'autre. Maintenant, si on va sélectionner l'option optimale, c'est-à-dire celle qui optimise l'utilisation des ressources. Donc une solution est bonne quand les bénéfices espérés justifient la dépense engagée. Exemple, l'augmentation des bénéfices ou la solution a permis l'augmentation des bénéfices ou la solution permet la diminution des coûts. Maintenant, si on ne trouve aucune possibilité optimale, on va reformuler le problème. C'est-à-dire, on va revenir à la case, à l'étape 1. C'est la boucle de rétroaction ou le feedback. Donc, puisqu'on n'a rien trouvé, donc on va reformuler. Peut-être qu'on n'a pas bien reformulé ou formulé notre problème. Si on trouve, on revient également à la on reformule la deuxième collecte d'informations, la définition, etc. Et si on trouve la solution, on la met en œuvre. C'est-à-dire, on va décider quelle est la personne qui va faire cette décision. Si je prends par exemple l'augmentation du chiffre d'affaires. On a constaté une diminution de chiffre d'affaires, on veut l'augmenter. On va demander à qui? Qui va faire ça? C'est le directeur commercial. Monsieur le directeur commercial, c'est vous. Donc qui? Vous, le directeur commercial. Il va faire quoi? Donc, augmenter le chiffre d'affaires qui vient de diminuer de 10% par exemple. Voilà, quoi? Quand? Vous devez, donc la solution, vous devez la trouver par exemple dans 3 mois ou à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois de mai. Ou est-ce qu'on va aller sur le marché ou bien aller chez les fournisseurs, etc., revoir le prix. Comment? La manière de faire. Vous voyez, donc, la mise en œuvre, c'est qui va faire quoi, quand, où, comment. Et bien sûr, la dernière étape, c'est le contrôle de la décision. C'est-à-dire, on l'a vu, rappelez-vous. Donc, on l'a vu, contrôler, c'est établir les standards, vérifier les standards, puis si agir sur les variables contrôlables, et lorsqu'il y a un gap, il faut le résoudre. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la tâche ou l'activité du manager, la tâche de contrôle. L'activité de contrôle du manager, vous allez trouver le processus de contrôle. Si nous reprenons la classification, on schématise ce processus selon Crémier, Dutriot, Laurent Lévy, dans leur ouvrage L'entreprise, économie et gestion, édition Gaëtan Morin. Il y a la reconnaissance des problèmes, donc la formulation. Il faut, donc, on le formule d'une façon précise, on analyse le problème, on collecte les données, puis on formule les possibilités. Possibilité 1, possibilité 2, 3, N. À chaque possibilité, on va l'évaluer, c'est-à-dire voir les coûts et les gains avec notre référence, avec les standards. Même chose jusqu'à la possibilité N, l'évaluation de la possibilité N. Si on ne trouve pas de possibilité, on revient pour la reformulation, n'est-ce pas?
Quand on trouve la possibilité, on sélectionne la meilleure, ou je dirais même, on sélectionne la solution optimale, celle qui permet de réduire les gains, de réduire plutôt les coûts et augmenter les gains. Lorsqu'on a les coûts ou le gain dégagé est supérieur au coût, quand on trouve la possibilité, si on ne trouve rien, c'est la même chose. Donc, si on ne trouve pas, on évalue, on ne trouve rien. Dans ce cas, on revient également la même chose à la reformulation. Quand on trouve la possibilité optimale, on passe à la mise en œuvre. Qui va faire quoi, quand, où et comment? Le QQOC. Hein? Et bien sûr, le contrôle. Donc voilà le schéma d'un processus de prise de décision. Mais rappelez-vous toujours la décision. C'est un choix opéré. Bon, parmi plusieurs possibilités, dans le cadre d'un contexte donné, pour obtenir la solution optimale. Dans ces conditions, pour obtenir ça, le manager doit avoir un certain outil à sa disposition. Parce que, rappelez-vous, le risque doit être calculé. N'est-ce pas? Calculé donc par la prise d'un certain outil de décision. Et au démarrage, lorsque il y a une petite entreprise, on vient de créer l'entreprise, il y en a plusieurs. Hein. Vous allez les étudier dans les études ultérieures, dans vos études ultérieures de licence. Mais au cours d'une première création, au cours des premières années, le manager, il peut se limiter à trois outils. La loi Pareto et la méthode ABC, le suivi de trésorerie et le seuil de rentabilité. Voilà trois outils qu'il peut utiliser pour minimiser les risques. Reprenons une à une ces trois outils. La loi Pareto, il est inventé par Wilfried Pareto, c'est un économiste italien. Et le principe de cette loi, qui s'appelle aussi la loi des 20-80, elle consacre un principe de bon sens. Selon ce principe, il faut traiter en priorité les choses les plus importantes. Voilà le principe de cette loi Pareto. Il faut traiter en priorité les choses les plus importantes. Et se laisser du temps pour les choses secondaires. Donc, on se focalise sur les choses les plus importantes et on laisse les choses les moins importantes, on se donne du temps. Ils ne sont pas très urgents, parce que les plus urgents, ce sont les 20, les premières, les 20% premières. D'une manière statistique, cette loi stipule que 80% environ des effets est le produit de 20% des causes. Autrement dit, 20% de causes produisent 80% d'effets, des résultats. C'est très important. Donc, si je me focalise sur les 20%, ils vont me produire 80% de résultats. C'est très bien. Les autres, c'est-à-dire 80% des causes ne vont produire que 20% de résultats, je laisse le temps. Ils sont secondaires.
ne sont pas importants. Vous voyez, ça permet au manager de ne pas se perdre dans les petits problèmes. Il s'attache aux choses les plus importantes. Donc, d'une manière statistique, le principe est le suivant. Donc, on prend une liste de nombres classés du plus important au plus petit, donc par ordre décroissant. Hein. Par exemple, 100, 80, 70, 60, 50, donc par ordre décroissant. Et les plus importants font 80% du total. Donc, on va prendre les premiers 20% qui vont faire 20%, ils vont faire automatiquement 80% du total, et nous allons prendre les 20. C'est la loi des 20-80. Donc, je vous ai laissé envoyer un exemple, donner un exemple de la loi Pareto dans l'annexe 2, que vous avez un fichier là-dedans avec un exemple et avec des explications et la solution. Donc, vous allez le travailler et me dire ce que vous avez, si vous avez un problème. Cette méthode ou cette loi Pareto, elle a été plus précise. On a constaté que si on prend 20% et 80%, on peut aller dans fignoler, aller encore préciser, et on a trouvé que dans les 20%, il y a 10% qui sont très importants. Et dans les 80% que la loi Pareto, elle considère comme ne sont pas importantes, on va, dans la loi ABC, va chercher dans les 80% pour trouver encore des variables ou des causes ou des effets encore plus importants. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 20, 80, c'est-à-dire 2 pourcentages, on va avoir 3 pourcentages. Le A, le B et le C. Donc, on va prendre des 20, 10, les premiers, c'est les importants, l'important des importants, les meilleurs. Donc, ils vont faire 50% du chiffre d'affaires, c'est la classe A. Les 25%, regardez, nous avons créé, ou la loi méthode ABC a créé une étape intermédiaire entre les 20 et les 80. Au lieu de 20, il a pris 10, les 10 autres sont rentrés ici dans les 25, et on a pris 15, c'est-à-dire le reste des 80. Donc, on a ici 10, 25, 65 au lieu de 20, 80. Regardez ici, par exemple. Ici, dans la méthode Pareto, il y avait 20%, n'est-ce pas? Et 80%. On a pris sur 20, 10, on a laissé 10, on les a ajoutés ici. Qu'est-ce qu'il reste? 15. On les a pris de 80. Ici. 80, on a pris 15 ici, on les a mis ici. Donc, 15 plus 10, c'est 25, et le reste, voilà. Donc, ici, au lieu d'avoir 10, 20, et le reste un non important, on a pris ces 10, et on a eu 25 moyennement important. Donc, c'est la méthode ABC, mais le principe de calcul est le même. Je vous invite donc, je vous avais remis un cours, un exemple, dans l'annexe 2 que vous allez traiter, et vous allez trouver que c'est la même chose, c'est le même principe d'ailleurs, et vous m'appelez, vous me contactez si vous avez un problème au niveau de cette méthode. C'est deux méthodes, la loi des 20-80 et la méthode ABC. Le deuxième outil, c'est le suivi de trésorerie. Dans l'entreprise généralement, dans une petite entreprise au démarrage, le compte banque, c'est c'est le clignotant le plus important qui donne une idée sur la trésorerie de l'entreprise. Si on trouve de l'argent, ça veut dire que l'entreprise se porte bien.
sinon il va mal. Hein. Donc c'est le thermomètre en quelque sorte. Dans toute entreprise, le thermomètre de la trésorerie, c'est là, c'est le compte en banque. Donc c'est celui qui indique s'il faut faire la dépense ou non. C'est lui qui donne la situation de l'entreprise. Seulement il a un problème, il a un inconvénient. C'est qu'il ne donne pas la situation en temps réel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la situation au jour le jour, car il y a un chèque qui vient en retard, il y a un chèque qui n'est pas encore payé, il y a un chèque qui est sans provision. Donc, il ne vous donne pas la situation, il ne donne pas au manager la situation exacte. C'est pour cela qu'il doit résoudre ce problème. On peut, en faisant lui-même, en tenant lui-même une situation de trésorerie. Alors, regardez ici cet exemple. Nous sommes par exemple au 15. Le manager, il est aujourd'hui le 15-11. Alors le 15-11, lui, il va se projeter pour voir quelle sera sa situation au 31 du mois prochain. Donc il va établir, il va dire, bon, il a le chèque, le 15-11, il y a un chèque, il a par exemple un solde au 15-200, et il a un chèque qu'il va payer aujourd'hui, qui va, donc ça va, etc., ça va diminuer à 80, etc. Ajouter un chèque, payer, recevoir, recevoir, payer, recevoir, 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 payer, payer, recevoir, etc. Jusqu'au 31, il aura plus 30. N'est-ce pas? Mais ici, lorsqu'il aura cette situation devant lui, des dépenses futures, il va constater que le 14 du mois 12, il va avoir un problème. Regarde. Et lui, il est au 15 novembre. Et il va constater que le 12, le 14, c'est-à-dire après un mois, il aura un problème de trésorerie s'il ne fait rien. Par conséquent, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit agir dès le 15. Il doit demander à ce monsieur-là de payer, hein, au lieu de payer le 15, la traite. Il va dire, monsieur, s'il vous plaît, c'est négocié. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans le profil du manager, être habile dans la persuasion pour convaincre. Donc il va demander à ce monsieur, hein, la traite, de la payer, au lieu de payer le 15, il va la payer avant. Ce chèque-là qu'il doit payer, il va demander au client, hein, de le payer avant également. Les traites qu'il va payer, hein, évaluer, il va demander à ce qu'il soit payé avant. Donc, comme ça, il n'aura pas de problème pour être dans cette situation à partir de 14. Donc, il doit gérer, anticiper les clients, anticiper les fournisseurs pour ne pas tomber dans une trésorerie négative le 14 décembre. Vous avez également un exemple en annexe 2 sur la situation de trésorerie, avec l'explication. Le troisième outil, c'est le seuil de rentabilité. En effet, dans l'entreprise, on trouve des frais fixes qu'il faut payer. Donc les frais fixes sont fixes, quelle que soit l'activité de l'entreprise. L'entreprise doit les payer, quelle que soit son activité. Hein, par exemple, l'électricité, Internet, ce sont des frais de personnel. Il doit les payer qu'elle travaille ou ne travaille pas. Quelles que soient ses conditions, il doit payer. On appelle ça des frais fixes.
même si l'entreprise ne réalise aucun chiffre d'affaires, elle doit les payer. Et également, pardon, il y a des frais variables, c'est-à-dire des frais qui sont proportionnels au chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires augmente, les frais augmentent. Si le chiffre d'affaires diminue, ces frais diminuent. C'est pour ça qu'on l'appelle des frais variables, alors que les autres, on les appelle des frais fixes ou des frais de structure. Par exemple, l'achat de matières premières. Lorsque l'entreprise travaille plus, donc elle achète plus. Donc les frais, les charges pour l'achat consécutif aux frais de personnel augmentent. Les matières consommables également, elles augmentent et diminuent et sont proportionnelles. Les primes accordées au personnel sont également proportionnelles à leur productivité. Donc au cours du mois, chaque vente réalisée, elle permet de couvrir les frais variables de cette vente, n'est-ce pas, de la production de cette vente, les frais proportionnels à sa production, et également une partie des frais fixes, chaque vente du mois. Et ainsi de suite, jusqu'à jusqu'au moment où la totalité des frais fixes est couverte. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce chiffre d'affaires que l'entreprise commence réellement à gagner de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. On l'appelle aussi le chiffre d'affaires critique. On l'appelle aussi le point d'équilibre. On l'appelle aussi le point zéro. Et on l'appelle en anglais le break-even point. Donc le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfices ni pertes. C'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires pour lequel le chiffre d'affaires couvre les frais fixes plus les frais variables. Donc l'entreprise ici ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est à ce moment-là que l'entreprise commence à devenir fiable, viable. Hein? C'est à ce moment-là que le manager respire. Il va respirer un ouf. Alhamdoulilah. Maintenant, je n'ai pas de charge sur moi. Les charges sont réglées, les frais sont réglés par le chiffre d'affaires. C'est bon. Mais c'est à ce moment-là que le manager va dire, je commence à devenir riche. En effet, car quand on paie ses charges, on devient riche. Hein? C'est à ce moment-là qu'il va commencer à gagner des bénéfices. Donc, le chiffre d'affaires critique est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfices ni pertes. C'est pour ça qu'on l'appelle le point zéro. Ni charge, ni perte, ni bénéfice. Donc, l'entreprise atteindra le seuil de rentabilité quand le chiffre d'affaires, les recettes, couvrira les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les frais fixes plus les frais variables. C'est un clignotant très important, car tant que l'entreprise n'atteint pas ce chiffre d'affaires critique, elle est en situation dangereuse. Elle risque de faire faillite. C'est pour cela que l'entrepreneur ne doit pas dormir, ne doit pas dormir carrément. Hein.
pour atteindre ce chiffre d'affaires. Il faut l'atteindre le plus vite possible. Autant l'atteindre le plus vite possible, autant sera mieux. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que durant les trois premières années, c'est très difficile dans la vie d'entreprendre, dans la vie de l'entrepreneuriat. Maintenant, pour continuer, pour travailler, pour gérer justement, nous avons dit que le manager, les activités du manager, rappelez-vous, les activités du manager, c'est quoi? Prévenir et planifier, organiser et activer, n'est-ce pas? Et contrôler. Donc, on est dans l'activation. C'est l'exercice de pouvoir. C'est motiver, c'est pousser les collaborateurs à atteindre l'objectif. Alors, comment exercer ce pouvoir? Il y a deux types de pouvoir. D'abord, c'est la centralisation. Et il s'agit dans ce cas de concentrer tous les pouvoirs au sommet de la hiérarchie. Tous les pouvoirs sont concentrés par le dirigeant. Toutes les décisions que nous avons vues, stratégiques, tactiques, opérationnelles, c'est lui, et lui seul, qui prend toutes les décisions. À ce moment-là, il ne reste rien. Ne dites pas, il ne faut pas dire que c'est mauvais. Dans une petite entreprise au départ, il faut centraliser. Il faut faire tout, seulement. Parce que, pourquoi? Parce pour éviter qu'elle meure. Il faut atteindre le seuil de rentabilité. Donc, il ne faut pas laisser les choses au hasard. Donc, il s'agit donc de concentrer tous les pouvoirs au niveau du top management, de sommet de la hiérarchie, le patron, le dirigeant. C'est un style de management caractérisé par une formalisation très poussée, très détaillée. Tout est écrit, tout est maîtrisé par des procédures, par des notes de service. Les fonctions sont définies d'une manière rigide. Il n'y a pas d'occasion ni de place pour dire son avis, pour la consultation. Il faut exécuter. La communication et les décisions se font suivant une ligne hiérarchique, je dirais rigoureuse. Chaque info, c'est exactement quelle fonction, quelle structure. C'est exactement la structure hiérarchique. Donc, toutes les décisions suivent une ligne hiérarchique rigoureuse, sans faille. C'est-à-dire que le patron veut donner une instruction ou un ordre, il faut le donner à son vice-président. Et l'autre va donner à son subordonné. Et l'autre va donner jusqu'au dernier qui va l'exécuter. Et l'inverse est vrai. Donc ce type de pouvoir, il convient, il est adapté aux entreprises qui ont une activité routinière, par exemple les entreprises de confection, qui font de la fabrication en série, d'un même objet, ce qu'on appelle le travail à la tâche. Les Marocains disent la tâche. C'est le travail à la tâche, avec un A qui a un accent circonflexe. Mais le problème, c'est que ce type de pouvoir, qui est la centralisation,
il a un certain nombre d'inconvénients. D'abord, il ne convient pas aux besoins d'estime souhaités par le personnel, car les ouvriers aiment être consultés, aiment qu'on recueille leur avis, donner leur avis, décider. Or, ce type de centralisation, il est contraire à ça. Personne ne décide sauf le chef. Et tout le monde exécute, sauf le chef. Donc, il ne convient pas aux besoins d'estime et il risque d'encombrer le chef. Parce que le chef est obnubilé par plusieurs décisions. Il prend aussi bien les décisions stratégiques qu'opérationnelles. Donc, il passe tout son temps à prendre des décisions à tel point qu'il peut passer à côté des décisions stratégiques au profit des décisions opérationnelles. Donc, il peut prendre tout son temps par des petites décisions de rien du tout, alors que les décisions les plus importantes, il ne les prend pas. Il n'a pas le temps de les prendre. C'est ça parmi les problèmes et les inconvénients de la centralisation. Donc, on passe au deuxième. Donc, on peut appliquer le deuxième type d'exercice de pouvoir qui est la décentralisation. Et la décentralisation, contrairement à la centralisation, elle accorde beaucoup d'autonomie, de liberté d'action, de liberté de décision aux unités décentralisées, c'est-à-dire les unités qu'on délègue, auxquelles on délègue le pouvoir. Donc, il améliore la flexibilité de ces entreprises, de ces organisations. Quand le dirigeant, il prend une partie, surtout les décisions importantes, stratégiques, et les autres décisions, et les délègue. Ce qu'on appelle la délégation. Donc, il réduit les niveaux hiérarchiques, donc on n'a pas cette rigidité patron, sous-patron, etc. jusqu'à la lettre. Donc, on peut passer directement à la personne intéressée. Au lieu de passer par les différents niveaux, le patron peut appeler directement un agent concerné pour lui donner l'instruction. Donc, il y a une réduction des niveaux hiérarchiques et parce qu'on délègue, parce qu'on transfère, on donne des autonomies, l'autonomie aux unités, donc il y a un transfert de responsabilité des échelons supérieurs vers les échelons inférieurs. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. Hein, c'est un concept nouveau qu'on va étudier en chapitre 6. Et Henri Mintzberg au niveau justement de la décentralisation, il a distingué entre la décentralisation verticale et la décentralisation horizontale. Car pour lui, la décentralisation verticale, c'est la délégation des pouvoirs formels de décision depuis le sommet vers le bas dans la ligne hiérarchique. C'est quoi ça? Elle ressemble à quoi? À la centralisation. La décentralisation horizontale, c'est le transfert des pouvoirs formels et informels aux non-managers. Donc, je répète, donc la décentralisation verticale, c'est un transfert de responsabilité. Regardez, on est dans la décentralisation. Ce n'est pas une concentration des pouvoirs, mais une délégation de pouvoir, mais dans le cadre de la ligne hiérarchique. Le patron va donner des délégations au directeur général, au directeur commercial, au directeur de production, au directeur marketing. Donc, c'est la ligne hiérarchique. Donc, la délégation se fait ici et pas ailleurs. Par contre, la décentralisation horizontale, c'est qu'on donne
on délègue non pas au sein de la ligne hiérarchique, mais en dehors de la ligne hiérarchique. C'est-à-dire, on peut donner par exemple, on délègue le pouvoir au, au service logistique ou au service, on externalise. On donne par exemple la délégation de pouvoir à un service qui va faire le traiteur, qui va préparer les menus pour l'entreprise, mais à l'extérieur, une autre entreprise. Donc, aux analystes, aux juristes. Mais, alors ces entités ne se trouvent pas dans la ligne hiérarchique, en dehors de la ligne hiérarchique. C'est ce qu'on appelle la décentralisation horizontale. Les experts, les spécialistes, hein. Donc, il y a aussi la décentralisation sélective, c'est-à-dire que certaines décisions sont prises par la direction, d'autres par la ligne hiérarchique. Donc on est dans la ligne hiérarchique, mais on fait ce qu'on appelle une décentralisation sélective. Le sommet hiérarchique, le patron, va sélectionner dans les décisions celles qu'il va prendre et celles qu'il va donner aux entités de la ligne hiérarchique, c'est-à-dire tous les directeurs fonctionnels, les directeurs opérationnels. Quant à la décentralisation globale ou parallèle, donc un même niveau hiérarchique prend toutes les décisions. Par exemple, le niveau du junior management ou le niveau du senior management ou le niveau de middle management va prendre toutes les décisions. Donc, un seul niveau hiérarchique prend toutes les décisions au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que Henri Mintzberg, dans son ouvrage Management, voyage au centre d'organisation, page 162, il distingue entre les différents types de décentralisation du pouvoir. Maintenant, nous avons vu, rappelez-vous, le train de vie d'une entreprise. Elle naît, elle croît, elle vieillit, n'est-ce pas? Et elle meurt. Maintenant, le rôle du manager, c'est de ne pas laisser une entreprise mourir, n'est-ce pas? Donc, son rôle, c'est d'anticiper pour que l'entreprise reste toujours en vie. C'est pour cela qu'on trouve des entreprises du 19e siècle, du 20e siècle, hein, Ford, General Motors, hein, ce sont des Philips, ce sont des entreprises hein, très anciennes qui continuent parce que les managers préviennent plutôt les difficultés qui font partie du cycle de vie de l'entreprise. Qu'on le veuille ou non, l'entreprise tombe un jour en difficulté malade. Donc, le rôle du manager, c'est d'éviter justement qu'elle meure. Comment il doit faire alors? Il doit détecter à temps les symptômes de dégradation. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? C'est ce qui apparaît pour dire attention, il y a un problème. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il a de la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme qu'il y a une autre maladie. C'est exactement le symptôme de dégradation d'une entreprise. Donc l'entrepreneur, ou le manager plutôt, doit détecter, identifier, dénicher à temps des symptômes avant que la maladie n'éclate.
Donc, il doit chercher ces symptômes pour les résoudre. Ces symptômes sont nombreux. Ça peut être différents types de problèmes. Et lorsqu'il les déniche, il les détecte, il doit rechercher rapidement les causes de ces difficultés pour agir. Donc, ces problèmes, ces différents types de problèmes peuvent être de différentes sortes. Donc, ça peut être par exemple, des départs précités des dirigeants. Les dirigeants, les cadres commencent à démissionner. Voilà un symptôme. Ou par exemple, la rentabilité de l'entreprise diminue. Donc le dirigeant doit se poser cette question. Voilà une donnée qui l'alerte, ce qu'on appelle une alerte. Par exemple, une perte de marché, autre exemple. Ou les banques se rechignent, refusent, euh, posent des conditions pour donner des crédits, alors qu'auparavant, ils donnaient des crédits facilement. C'est un symptôme. Alors, il doit rechercher ses causes, rechercher les causes rapides pour résoudre ces problèmes et ces difficultés. Alors, les causes sont aussi nombreuses. Par exemple, l'entreprise n'a pas de stratégie. Elle ne sait pas où il va. Hein? Le patron a créé l'entreprise, l'optimisme n'a pas été mesuré, il est euphorique, il commence à travailler, donc il ne fait pas de stratégie. Il ne fait pas de stratégie. Hein? Il y a plusieurs qui font ça, ils commencent à travailler sans savoir où ils vont. Voilà une cause. Autre cause, par exemple, des salaires trop élevés. L'entreprise donne trop de salaires, une masse salariale très importante. Donc les charges augmentent. Ou par exemple, un effectif en surnombre. L'entreprise a embauché trop de personnes, trop de salariés. Ou l'expansion non maîtrisée. Donc l'entreprise commence à s'agrandir indéfiniment, sans contrôle, sans rien. Donc voilà des causes qu'il doit chercher. Alors, une fois les causes maîtrisées, connues, il doit opérer ce qu'on appelle une gestion de gérer le redressement de l'entreprise. Ce redressement se fait selon deux cas. Le premier cas, c'est que si il se peut que l'entreprise n'est pas, elle est en difficulté, certes. Qu'est-ce que ça veut dire en difficulté? En difficulté, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à honorer ses engagements, à payer ses dettes. C'est ça en difficulté. Donc le redressement se fait selon deux cas. Le premier cas, c'est lorsque l'entreprise est en difficulté, mais il n'est pas encore arrivé à une situation, ce qu'on appelle de dépôt de bilan. De déposer. Il dépose le bilan. Ça veut dire, il dit, je ne peux plus, mon entreprise ne peut plus continuer à fonctionner. Il ne peut plus payer ses dettes. On appelle ça un dépôt de bilan. Donc, l'entreprise, dans ce cas,
elle est en difficulté, mais n'est pas encore en situation de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer son passif exigible, c'est-à-dire qu'il arrive à échéance, comme des dettes de fournisseurs, les cotisations, CNSS, les impôts, les taxes, elle n'arrive pas à payer cette taxe par son actif disponible. Quel est son actif disponible? C'est l'argent qui est en banque et en caisse, n'est-ce pas? Donc c'est un actif où euh, ses traites, les traites qu'elle a, les effets de commerce, etc. Le deuxième cas, c'est que l'entreprise est en situation de cessation de paiement. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au fait qu'elle a déposé son bilan. Nous reprenons le premier. C'est que lorsque l'entreprise est en difficulté, mais elle n'est pas encore en cessation de paiement. Dans ce cas, le manager, il découvre des anomalies qui peuvent compromettre la continuité de l'exploitation de son entreprise. Il va agir dans deux cas. La première, c'est la prévention interne. Il doit donc agir discrètement pour ne pas attirer l'attention des partenaires, mais il prévient la banque, il prévient plutôt le tribunal. Mais il doit agir discrètement, c'est-à-dire en cachette, pour ne pas attirer l'attention de ses fournisseurs, pour ne pas attirer l'attention des concurrents qui seront heureux si l'entreprise est en difficulté. Donc il ne doit pas attirer leur attention. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va solliciter le soutien des banques, aller chez les banques pour leur demander des découvertes bancaires, des facilités de paiement, des crédits. Il peut recourir à l'aide publique, c'est-à-dire aller demander à l'État des aides, s'il y a des aides que l'État peut accorder. Il peut licencier certains personnels, certains ouvriers, certains employés qui sont en surplus, qui ne sont pas nécessaires dans cette condition. Ils sont nécessaires lorsque l'entreprise travaille dans des conditions normales. Mais dans ces conditions, ils ne sont plus nécessaires. Et donc, il peut les licencier, les débaucher, en attendant que l'entreprise reprenne sa santé. Il peut également solliciter l'engagement des actionnaires. C'est-à-dire, il va demander aux actionnaires de faire un effort. Hein, faire un effort d'ajouter de l'argent frais, d'augmenter le capital, de participer. Il peut demander ce qu'on appelle le recouvrement. Il va aller pour recouvrer ses créances. Il va aller chez les clients qui ont, par exemple, qui ne payent pas, que dans 3 mois, il va leur demander de payer aujourd'hui. Il va, par exemple, demander s'il y a des traites, à la fin du mois, il va les escompter. Donc, recouvrir les clients, c'est les clients. Et également, il peut recourir à ce qu'on appelle l'entente de crise. Alors, l'entente de crise, regardez ici, c'est une entente. Or, l'entente, elle est interdite par la loi sur la concurrence. Parce que l'entente, c'est un frein à la concurrence. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans l'environnement. Que l'entreprise travaille dans un milieu ou dans un contexte où il n'y a pas la concurrence partout. Parce qu'il y a des ententes. L'entente est interdite par la loi. Mais ici, l'entente, elle est permise. Pourquoi? Parce que l'entreprise est en difficulté, à condition que
il peut rentrer en entente, faire des ententes avec des entreprises qui sont elles aussi en difficulté. Il ne peut pas faire une entente avec une entreprise qui est saine, qui n'a pas de problème. Mais il peut faire une entente avec d'autres entreprises qui sont dans la même situation, le même problème qu'elle. Et cette entente ne va pas durer. Elle va durer le moment où l'entreprise est en difficulté. C'est-à-dire lorsqu'elle va se redresser, elle commence à devenir saine, à ce moment-là, l'entente de crise doit s'arrêter. Elle devient illégitime, illégale. Et on légalise l'entente de crise dans ces conditions. L'entente entre entreprises. Voilà ce qu'il doit faire au début. La deuxième chose, ou la deuxième solution, tant que l'entreprise n'est pas encore en situation de, de cessation de paiement, et si l'exploitation, malgré ces démarches du promoteur, du manager, du dirigeant, il n'a pas pu résoudre son problème, à ce moment-là, il remet le dossier au président du tribunal, qui va faire ce qu'on appelle la prévention externe, ou la conciliation, ou le règlement amiable. Donc le président du tribunal, il va convoquer, encore une fois discrètement, sans attirer l'attention des partenaires. Parce que s'ils prennent connaissance que l'entreprise est en difficulté, ils vont demander leur créance. Donc c'est pour cela que, discrètement, le dirigeant, il va convoquer le dirigeant lui propose des solutions pour redresser l'entreprise, pour la sauver. Et si le juge est convaincu des propositions du manager, il ouvre ce qu'on appelle un mécanisme de conciliation ou un règlement amiable. Donc, il nomme un conciliateur ou un mandataire qui aide le dirigeant à conclure des solutions, des compromis avec les créanciers pour obtenir des facilités, pour arrêter leur grève, par exemple pour le personnel, pour réconcilier les associés entre eux. Donc, le conciliateur, c'est son rôle. Hein. C'est un expert, un juriste, hein, ou un chef d'entreprise différent, donc il va faire ce travail-là. Mais il est désigné par le juge, par le président du tribunal. À ce moment-là, le dirigeant, il est couvert. C'est-à-dire que les créanciers ne viennent plus lui demander de leur payer sa dette envers eux, leur créance. Parce qu'il est allé voir il est sous la couverture de la loi du tribunal. Donc, le tribunal ou le conciliateur va demander des sursis, des poursuites. C'est-à-dire que les créanciers vont surseoir, attarder, reporter leurs exigences en matière de création. Ils ne demandent plus. Hein. Ils vont donner du temps aux managers, aux dirigeants. Mais ceci, il a été dicté et demandé par le conciliateur, c'est-à-dire par le juge. La troisième procédure, toujours, donc, le dirigeant donc, se limite ici à l'exécution du règlement amiable. Lorsqu'il établit un règlement amiable, qu'est-ce qu'il va faire pour redresser? Et si le juge est d'accord, le dirigeant ne peut rien faire autre que d'exécuter
ce qui s'est engagé pour redresser l'entreprise. Et il est soumis au contrôle du conciliateur. Si l'entreprise a encore des problèmes, on peut recourir toujours en troisième, à part la procédure ou la prévention interne et la prévention externe, on peut procéder également à ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde. C'est toujours le cas d'une entreprise qui est en difficulté, je répète encore une fois, mais qui n'est pas encore en situation de cessation de paiement. Elle n'a pas encore déposé le bilan. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde. Cette procédure, elle est préventive également, et elle est volontaire, et elle est prise par le dirigeant. Le dirigeant, donc, présente au tribunal un plan de sauvegarde qui comprend les moyens de financement, comment il va financer, les modalités de règlement du passif, comment il va régler son passif, c'est-à-dire payer les fournisseurs, payer les impôts, les taxes, la CNSS. Donc, le passif est exigible. Et quelles sont les garanties pour payer le passif exigible et quels sont les engagements pour sauver l'entreprise? Il doit établir un plan de sauvegarde. Et ce plan de sauvegarde doit être homologué par le juge. Et si le juge est convaincu, il homologue, c'est-à-dire il autorise le plan, il accepte le plan de sauvegarde, mais si le dirigeant n'exécute pas ses engagements ou il s'attarde dans l'exécution de son engagement sans raison, l'entreprise passe à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il doit déposer ce bilan. Elle est en situation de cessation de paiement. À ce moment-là, le juge, il désigne un syndic, c'est-à-dire un responsable, un administrateur, qui va s'occuper seul. Donc, ici, le dirigeant d'entreprise n'a aucun droit sur son entreprise. C'est un droit, il ne peut pas continuer de la gérer. Donc, c'est le syndic qui est désigné par le tribunal qui va proposer un juge commissaire. Il va lui proposer un plan de redressement qui peut être soit pour continuer, sous forme de continuation. Donc le syndic, c'est un mandataire, qui peut être un administrateur, qui est chargé de gérer les intérêts des créanciers. Regardez maintenant, ce n'est pas comme le conciliateur. Donc le syndic, il va gérer cette fois les intérêts des créanciers. D'une manière bien sûr provisoire. Donc c'est lui qui va se charger de la gestion de l'entreprise en difficulté et non pas le dirigeant. Donc le syndic, il propose un plan de redressement et si le juge est convaincu de ce plan de redressement qui est proposé par le syndic, il propose soit la continuation de l'entreprise va continuer en appliquant le plan de redressement sous la supervision d'un juge commissaire et du syndic, bien sûr, c'est lui qui va s'occuper de l'exécution du plan de redressement pour apurer le passif. Donc son rôle ici,
Donc, il va continuer, l'entreprise va continuer, mais pour apurer le passif. C'est-à-dire pour payer le passif exigible, les dettes. Donc, c'est ce qu'on appelle le redressement judiciaire. Il peut aussi proposer, ou le syndic peut proposer, nous avons dit la continuation, n'est-ce pas? Il peut proposer aussi la cessation de l'entreprise. Lorsque l'entreprise, certaines activités de l'entreprise sont encore viables et bonnes. Par exemple, le produit est encore demandé par les clients. Donc, pourquoi vendre l'entreprise, arrêter l'entreprise? On peut vendre cette partie, hein, soit la marque, soit le produit, à une autre entreprise qui va continuer à travailler et bien sûr pour apurer toujours le passif. Mais au lieu d'arrêter, on vend une partie des activités qui peuvent être encore exploitées de façon autonome et rentable à une autre entreprise, bien sûr. Soit, si aucune solution n'a donné de résultat, aucun résultat, la détérioration de l'entreprise est arrivée à un stade de très avancé, ça veut dire détérioré, il ne peut plus continuer, il n'a aucune chance de vie. On est carrément arrivé à faire toutes les solutions, on n'a rien, rien ne peut se faire pour l'entreprise. Donc, ou si le juge refuse le plan de redressement, ou si l'enquête est arrivée au fait que l'entreprise, la détérioration est vraiment quasi générale, il n'y a aucun espoir pour l'entreprise, à ce moment-là, le juge décide la liquidation. C'est-à-dire, il n'y a plus de plan, il n'y a plus d'espoir. La situation est irrémédiablement compromise. Donc il décide de vendre l'actif pour payer le passif, pour rembourser le passif. C'est-à-dire, il va prenez le bilan, hein, tout l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles et incorporelles, le matériel et outillage, le matériel de bureau, le stock, l'actif réalisable et disponible, c'est-à-dire les créances sur les clients, le compte en banque, le compte en caisse, tout ça sera vendu pour rembourser le passif exigible et non inexigible. Donc on est dans une situation où c'est fini, aucun espoir, c'est la liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc, vendre l'actif pour rembourser le passif. Donc, si on schématise le processus, si vous voulez, de redressement de l'entreprise en difficulté, donc une entreprise en difficulté, elle est dans deux cas, soit qu'elle est en difficulté, mais qu'elle n'est pas encore en situation de cessation de paiement, ou que l'entreprise est en difficulté est en situation de dépôt de bilan, c'est-à-dire elle est en situation de cessation de paiement. Dans ces conditions, elle n'est pas encore en situation de cessation de paiement. Les procédures peuvent soit une prévention interne, soit une prévention externe, soit un plan de
ou une procédure de sauvegarde. Lorsque il y a une prévention externe, on peut procéder au règlement amiable, à la conciliation, toujours sous les auspices du tribunal. Mais quand elle est en cessation de paiement, c'est-à-dire quand elle ne peut plus, sa situation est irrémédiablement compromise, elle ne peut plus, elle dépose son bilan, on peut soit recourir au redressement, c'est-à-dire une continuation, soit la vente d'une partie de l'entreprise, soit, s'il n'y a rien, aucune solution, aucun espoir, la liquidation judiciaire. Donc, voilà les différents types de procédures. Et en conclusion, on peut dire que la difficulté fait partie du cycle de vie de l'entreprise. Elle ne peut pas y échapper. Donc, toute entreprise, comme tout être vivant, affronte des difficultés et le dirigeant doit apprendre à se révéler pour rebondir. Il ne doit pas céder aux échecs. Je me rappelle Steve Jobs de Apple, qui est venu en France. Je l'ai vu en train de faire une interview. Il a dit, mais je ne comprends pas en Europe, lorsque les gens ont peur de l'échec. Mais l'échec, c'est un moyen d'apprentissage. Il faut le prendre comme ça, au lieu d'éviter d'avoir peur de l'échec. Au contraire, l'échec vous donne des idées, vous donne une leçon. Donc, le dirigeant doit apprendre à se révéler, à rebondir, comme un sphinx. Vous savez ce que c'est qu'un sphinx? Lorsqu'on le brûle, il renaît de ses cendres. Donc, le dirigeant doit être comme ça. Toujours rebondir lorsqu'il y a des échecs. Il ne faut pas désespérer. Donc, il doit accepter l'échec, mais il n'a pas droit au désespoir. Voilà, chers étudiants, chers disciples, le management de l'entreprise et le processus de prise de décision au sein de l'entreprise. Merci de